Que s'est-il passé sur le fonds France d'indépendance AM sur le mois d'août 2025? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Si mon contenu vous plaît, vous pouvez le partager sur vos réseaux, mettre un pouce vers le haut. Et si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Restez bien jusqu'à la fin. Je vais vous donner mon top dans cette liste, mais ça va être très dur parce que la plupart des actions de ce fonds sont très intéressantes. C'est une inspiration pour moi puisque c'est un fonds value. Bon, le rapport, on l'a attendu longtemps quand même. Ils ont mis un peu de temps avant de le publier, hein, alors que là, c'est le rapport d'août. Mais en fait, ça va agréger, je pense, juillet et août, hein. C'est le rapport sur tout l'été. On regarde tout de suite ce qui s'est passé d'un point de vue performance. Donc, on regarde depuis le début de l'année. On est toujours sur une très bonne performance, hein, 21%. Donc, excellent. Sur l'historique, attendez, hop, je zoome un petit peu, voilà. Sur l'historique, on explose bien sûr le CAC 40, dividendes investis. On explose l'indice de référence, qui est un indice CAC Small. Bon, donc super performance toujours. Et on sait bien, voilà, il y a une période sur laquelle on a un peu souffert, peut-être sur les 5 dernières années, quoique. C'est plutôt sur les 3 dernières années, on a un petit peu souffert, on a eu moins de surperformance par rapport au CAC 40, mais voilà, on repart sur les chapeaux de roue sur cette année. Donc c'est très bien. Toujours un fonds que j'apprécie, que je trouve très performant avec mon gérant favori. C'est un gérant celui-là, William Higgins, évidemment. Alors qu'est-ce qu'il nous dit sur le commentaire de gestion? Au cours du mois, ils se sont renforcés en électricité de Strasbourg. Donc valorisation faible. On va parler de toutes les valeurs, hein, après, donc restez bien connectés sur la vidéo. Ensuite, ils se sont allégés en Nexens, beau parcours, moi je pense qu'il y a encore du potentiel, et ils se sont allégés en téléperformance. Bon, ben moi aussi je me suis allégé en téléperformance, hein, je dois reconnaître que je me suis trompé, hein, voilà. En fait, en effet, l'IA est en train de manger une des parties d'activité de téléperformance, et donc, bon, ben, donc ma thèse d'investissement n'est pas complètement invalidée. Tant qu'ils livrent les free cash flow, c'est bon, mais je pense que malheureusement, ils n'y arriveront pas. Donc j'ai quand même fortement allégé sur ce dossier, tout comme William Higgins qui, lui, n'a gardé finalement l'action que quelques mois, hein, en fait, 3 mois, je pense. Donc là, je ne sais pas si elle va disparaître dans le prochain rapport. Ça sera une affaire à suivre. On regarde maintenant la répartition du fonds. On est toujours très France, hein, c'est normal, c'est un fonds France, mais il y a aussi quand même un peu d'autres géographies, donc ça c'est intéressant. On est sur un PER qui est, alors il faut regarder la médiane, 10,4 en PER, voilà, c'est pas très cher. Ils sont pas deep value, hein, par contre on n'a pas de décote sur ActiveNet, sur actifs tangibles, etc. En médiane. Mais il y en a quelques-uns bien sûr qui sont décotés par rapport aux actifs tangibles, mais c'est pas la majorité. 2,9% rendement du dividende. Rendement du dividende, c'est pas un très bon critère value. Ça a été montré, hein, dans le livre de What Works on Wall Street. Le meilleur critère pour la value, ça va être la valorisation d'un point de vue flux. Bon, alors, plus intéressant dans toutes les valeurs, toutes les lignes que vous avez ici, mais on va retrouver ça après sur le logiciel Coifin. D'ailleurs, si vous voulez vous y abonner, vous pouvez vous pouvez y accéder via le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de la vidéo. On continue. Alors, sur les principales variations, et donc, du coup, un commentaire spécifique, Ogotoliners 10%. Donc, Ogotoliners, hein, c'est une belle pépite value. On va en parler après évidemment, mais 10%, c'est pas mal sur la période. Danigo, c'est à peu près le même secteur que Ogotoliners, c'est du fret maritime, donc pareil, 10% de croissance. Via les compagnies, il y a une très belle publication. The Navigator Group, mais ils arrivent à monter leur prix, très bien. Et Havas, Havas, j'en ai, je vais vous en parler après, mais on est sur voilà, un bon premier semestre qui s'est bien passé. Ensuite, ce qui performe moins bien, c'est Ipsos. Alors Ipsos, bon, c'est dommage, c'est une belle petite valeur. Jacques Metals, là, pour le coup, il n'y a vraiment rien à signaler. Et comme j'en ai un portefeuille, je confirme, hein, en fait, pour l'instant, on n'a pas de reprise significative. Par contre, depuis le début de l'année, ça a quand même pas mal performé, hein, donc pour l'instant, je suis en petite plus-value. Soprasteria. Donc, bon, ils mettent ça, perception comme valeur exposée à la défense. C'est très franco-français, enfin, c'est pas mal exposé à la France, Sopra. Et puis, on fait quand même pas mal du service public. Donc, sur les coupures de budget, ça va faire mal. Et ils sont orientés aussi défense. Donc, à prendre en considération. Après, moi, j'aime bien, hein, c'est pas très chèrement valorisé. Alors, de CRSI, il faudrait que je me penche plus sur les chiffres parce que pour moi, c'est pas un dossier qui pourrait avoir sa place dans le fonds France d'indépendance AM. À cause des multiples, on va les regarder pas à cause des multiples, mais à cause en fait, on est en perte
d'après ce que je vois sur le logiciel. Mais bien sûr, après, si on creuse les comptes, c'est peut-être pas le cas. Et Téléperformance, on en a parlé, nouvelle publication sur le premier semestre. Donc les principales lignes, on a toujours Technip Énergie en principale ligne, et en fait, ça reste pas si cher, et c'est un beau dossier, hein, Technip Énergie, ça a toute sa place dans un portefeuille value. Après, on a du Vial et compagnie. Ça monte fort, hein, Vial et compagnie. Ils ont des bonnes publications, ils s'en sortent bien. Methlen, ça c'est une boîte grecque qui font des métaux, donc pas mal. Elis et Nexans, c'est des dossiers que j'aime bien, on va en parler après. Score, je crois que ça n'a pas trop bougé. Bon, après, on a du Technigas, Réunidas, LDC Groupe Guillain, Coface. Bon, on va regarder tout ça en détail, mais moi, ce que je retiens, c'est surtout Technip, ça reste toujours en numéro 1 et c'est une très belle position value. Allez, on passe sur Coifin. Hop, je vous ai préparé. Alors, on va trier par market cap. Je vais peut-être pas trier. Voilà. On va passer en revue les différentes colonnes et puis on va passer tous les titres en revue. Alors, je vais essayer d'être rapide pour pas que ça soit trop long non plus. On est sur les colonnes habituelles, hein. Donc, on a symbole de cotation boursière, nom de l'entreprise, industrie, capitalisation boursière en dollars, croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, les multiples de valorisation par rapport au flux ici, par rapport aux actifs tangibles, la rentabilité opérationnelle via le rendement des capitaux investis. Ici, via le rendement des fonds propres, on va regarder ça plutôt pour les financières, le levier en termes de dette nette sur EBITDA, le rendement du dividende, les free cash flow par rapport au bénéfice net et le payout ratio. Et le pays également de l'entreprise. Premier dossier de la liste, c'est Rheinmetall. Bon, là, ils sont en train d'alléger autant qu'ils peuvent, hein. Donc, ils ont fait un carton et ça explique la performance des quelques dernières années. Ça, franchement, c'est colossal, hein, ce qu'ils ont réussi à faire là-dessus. Ils l'ont acheté quand il y avait des multiples qui devaient être à 5-6 fois les l'EBITDA, hein, la valeur entreprise sur EBITDA. Maintenant, à 43 fois. Donc, ils ont réussi quand même un exploit. Bon, tout ça pour dire que maintenant, ils allègent aussi rapidement qu'ils peuvent. Ils ont, à mon avis, encore une position résiduelle, mais je pense que dans quelques temps, on n'aura plus de ligne Rheinmetall parce que c'est beaucoup trop cher. Ça a très très fortement monté grâce au budget de défense. Donc moi, je pense que Rheinmetall, paf, si on en a, on en neige et on ne garde pas un portefeuille, hein. Maintenant, c'est beaucoup trop cher, ça a plus sa place dans un dossier, dans un fonds value ou dans un portefeuille value. Ensuite, on est sur Dassault Systèmes, on est dans la thématique défense, donc on a une accélération le carnet commande qui se remplit, donc il va y avoir une croissance qui va bien accélérer. On est sur une large cap, 25 milliards de dollars de market cap. Au niveau de la valorisation, bon, déjà au niveau de la croissance, ça c'est terminé, on n'est plus en décroissance, maintenant il y a du carnet commande, donc la croissance va venir. Valorisation raisonnable. Alors c'est pas value, hein, pour le coup, mais ça a un petit peu monté avec tout le reste du secteur défense, mais je trouve que c'est pas si cher payé. La rentabilité, je crois qu'il faut la retraiter parce qu'on n'est pas en rendement des capitaux investis à 5% et on a un bon rendement des fonds propres. On a du cash, beaucoup de cash. Après, c'est du cash qu'ils ont besoin de dépenser pour réaliser les avions. Donc, c'est pas forcément leur cash à eux, mais par contre, ça leur permet de générer des intérêts de placement. Un petit dividende de 1,8% qui est très soutenable via les free cash flow. On est bien en dessous de 40%, donc ce dividende, il va pouvoir monter tranquillement. Il faut regarder la rentabilité, à quel niveau elle se trouve vraiment, mais si on a vraiment des fonds propres à 13%, c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal. Je pense que ce rendement des fonds propres, il est aidé par le résultat financier obtenu via la trésorerie abondante. Donc, Dassault Aviation, c'est plus de la value. Si vous faites de la value, je pense que c'est pas intéressant. C'est plutôt maintenant de la croissance après raisonnable. Mais on peut facilement avoir un multiple qui prend 50%, hein. Pas de problème là-dessus. Parce qu'il va avoir des résultats en augmentation. Donc, voilà. Dassault Aviation, pourquoi pas, mais c'est pas ma favorite. Alors, Publicis. Ça, c'est un secteur que j'ai commencé un peu plus à creuser en détail, vu que j'ai du Havas également. On va aller voir ça après. Mais Publicis, donc ancien leader du marché de la publicité traditionnelle. Après, il y a la concurrence des GAFAM, évidemment, sur le marketing digital. Donc, il y a une fusion maintenant, c'est Omnicom IPG, qui est repassé numéro 1 devant Publicis. Donc, bon, bah, on revient Challenger, mais après, Publicis, c'est celle qui a le meilleur métrique du marché, hein. Maintenant, sa marché est consolidé. On est sur un Big 3, hein, Big 3. Donc, il y a trois gros concurrents. Donc, marché consolidé. À mon avis, Publicis pourra repasser numéro 1, vu comme c'est très bien géré. 24 milliards de dollars de market cap, 8% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc, ça, c'est plutôt de la croissance organique maintenant. En termes de multiples, c'est presque value, à mon échelle. Moi, c'est en dessous de 7 en VE sur EBITDA, en dessous de 10 en PE ou en dessous de 10 en price to free cash flow, selon la métrique qu'on va garder. Pour Publicis, on va regarder plutôt les free cash flow, vu qu'ils font plus de croissance, plus énormément de croissance organique. Donc, ils n'ont plus besoin de réinvestir beaucoup en dépenses en capital. Donc, ça libère du free cash flow. Et on est en dessous de 10 en price to free cash flow. On a 8 en valeur d'entreprise sur EBITDA. Ça redevient un petit peu value. À un moment donné, Publicis, ça se paye quand même plus cher que ça, hein.
Donc ça a un petit peu baissé. 11,4% de rendement des capitaux investis, c'est une bonne rentabilité. Après, c'est pas très intensif en capital comme métier. Un petit peu de dette, ça monte à chaque fois qu'ils font des acquisitions, mais là, c'est rien d'inquiétant du tout. Une fois les l'EBITDA en dette nette, on est à 4,2% de rendement du dividende. Même pour un rentier, je pense que ça peut être un dossier intéressant. Et c'est bien soutenu par des free cash flow. Donc Publicis, c'est un dossier que j'apprécie. Moi, si je suis un peu radin, j'attendrai que ça passe en dessous de 7. Donc là, avec les turbulences politiques en France, peut-être que ça va attaquer ces dossiers, alors que Publicis, il est très bien diversifié à l'international. Aucun problème là-dessus. Donc, sur Trouder, donc au niveau actuel, bien sûr que c'est intéressant. Sur Trouder, c'est encore plus intéressant. Donc, si on est patient et qu'on veut avoir du Publicis, on peut peut-être ouvrir une position maintenant et puis après la compléter par la suite si ça baisse un petit peu. Je trouve ça tout à fait intéressant. Allez, Rexel, on est sur la distribution de matériel électrique. Donc, c'est une boîte qui a bien boosté depuis 2020. On est sur une large cap maintenant, 9,5 milliards de dollars de market cap. 8,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc, il y a une croissance qui est assez forte, mais eux, ils font de la croissance externe surtout. On est sur des multiples de valo qui sont pas hyper chers. Pour moi, c'est pas value non plus, mais c'est quand même pas très cher. 9 en VE sur EBITDA. Le résultat net, il doit être impacté par du non-cash, parce qu'on a des free cash flow qui sont plutôt élevés ici, par rapport au résultat net. Bon, tout ça pour dire que pour moi, c'est une valorisation raisonnable. C'est pas hyper cher. 7,6% en moins de capital investi. Eux, ils ont quand même un besoin en fonds de roulement qui est important avec les stocks. Donc, c'est pour ça que je vous rappelle qu'au dénominateur du rendement des capitaux investis, vous avez les capitaux investis qui sont actifs immobilisés plus besoin en fonds de roulement. Donc, besoin en fonds de roulement, ça inclut les stocks évidemment, et eux, ils ont du stock, vu que ce sont des distributeurs. Donc, si vous avez un de ces deux éléments ou les deux qui montent, ben forcément, votre rendement il baisse ici. Donc, c'est le cas pour Rexel. 3 fois les bilans en dette nette, quasiment. Attention qu'il y a quand même beaucoup de dettes. Donc, ça, c'est le reliquat des acquisitions qu'ils font. Ça fait monter la dette à chaque fois. 4,4% de rendement du dividende, intéressant à ce niveau, et en réalité, c'est soutenable. On est comme 70% de payout ratio en termes de free cash flow, donc il n'y a pas de problème sur ce payout ratio, il est pas correct. Pourquoi pas Excel? Je pense que dans un point de vue value, il y a peut-être mieux à faire. Voilà. Maintenant, c'est pas très cher non plus. Si on en a, enfin en gros, si on en a du Excel, on peut le garder, quoi. Mais j'irai pas là-dessus maintenant pour ouvrir une position. Allez, ensuite, on est sur Metlen Energy. Donc ça, c'est un conglomérat industriel, surtout orienté dans les métaux. L'extraction de minerais, mais aussi la sidérurgie. Si je me souviens bien, on est sur une boîte qui est grecque. Les boîtes grecques, bon, maintenant ça a commencé à bien remonter, mais il y a quelques temps, il y a 6 mois, 6-9 mois, elles avaient des multiples absolument intéressants. C'était un marché value pas mal. 8,5 en market cap, 8,5 en termes de dollars US, un milliard de dollars US. Très forte croissance, 20,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. C'est énorme. On a peut-être un problème sur les bidas, il n'est pas défini ici. 14 en ratio co-bénéfice, free cash flow négatif. Donc là, une grosse dépense en capital. C'est pas nécessairement un mauvais dossier pour autant, mais il faut y regarder quand même structurellement quel est leur niveau de free cash flow. 10,5 en rendement du capital investi. Pourquoi pas un petit peu de dette à signaler quand même, cette fois les bidas en dette nette, et un petit dividende de 2,6%. Bon, en fait, c'est un dossier qu'il faut. C'est comme ça conglomérat. Il faut aller regarder aussi la valeur des participations, des différentes activités. Et il y a potentiellement une décote sur actifs tangibles, mais elle n'est pas visible ici en fait. Donc, voilà. À creuser plus en détail si vous êtes intéressé par le secteur. Sinon, moi, je passerai mon chemin. Allez, Var Energy, on est sur une boîte qui est norvégienne, qui fait du pétrole et du gaz. 8,2 milliards de dollars de market cap, on est sur une large cap. C'est coté depuis moins de 5 ans, donc on n'a pas la croissance ici. Mais bon, c'est pas un secteur qui a une forte croissance, en organique en tout cas. Et bon, vous regardez les multiples, c'est quand même très bas. 2,4 fois les EBITDA en dette nette, pardon. 2,4 fois la valeur entreprise sur EBITDA. Le PE, on peut ignorer, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de croissance organique, c'est plutôt de la croissance externe, du coup ça libère du free cash flow et on est sur 8 en fresh free cash flow. Donc pour moi, c'est complètement value. 11% de rendement du capital investi, le rendement des fonds propres, il est colossal. Comment c'est obtenu ça? Moi je me dis que. Donc en fait, ils ont, à mon avis, du résultat financier. Ils font peut-être la même stratégie que Morel et Prom, qui prend des participations. Par exemple, Morel et Prom a des participations. D'ailleurs, Morel, on va en parler après, ils sont en dessous. Ils ont des participations dans Seplat, qui est un producteur nigérian. Donc, du coup, ils touchent du résultat mis en équivalence. Donc, si vous, en fait, vous avez l'EBITDA, hop, ou le résultat opérationnel, ça dépend comment vous voulez l'appeler. Et puis après, en dessous, quand on descend dans le compte de résultat, EBITDA, hop. Ensuite, vous avez le résultat financier. Et donc, ce résultat financier, il vient avant le résultat net. Et donc, même si vous avez un EBITDA qui est un peu bas,
mais que vous avez du résultat financier qui vient grâce à des résultats mis en équivalence dans les participations, dans les boîtes qu'on détient, bah ça vous fait monter. Donc ici, ça serait plutôt une flèche vers le haut. Le résultat financier, hein, ici c'est un F, pardon. Si lui il monte, hop, ça peut vous faire en sorte que le résultat net est soit au-dessus du résultat de l'EBITDA ou du résultat opérationnel, hein. Donc c'est à prendre en considération. Il faut regarder s'ils ont des participations ou pas, nos amis de VAR Énergie. Alors, on est sur 11% rendement des capitaux investis, 56% rendement des fonds propres. C'est vraiment une très très bonne rentabilité. Ah, une fois les l'EBITDA net, donc ça c'est pas très lourd. 14,3% de rendement du dividende, c'est colossal. Et en fait, c'est soutenable. C'est soutenable, mais on est quand même sur un niveau élevé en termes de free cash flow, hein. On va être sur du 80% en réalité, donc ça reste un petit peu élevé. Donc VAR Énergie, j'aime bien. J'aime bien quand même si le dividende reste pas à ce niveau, mais c'est complètement value. C'est un secteur que j'aime bien, hein. L'énergie, c'est quand même pas très cher et ça va rester indispensable encore pendant quelques années, hein. Allez, Technip Énergie, donc ça, c'est la première ligne du fonds d'indépendance AM. On est sur 8 milliards de dollars de market cap. C'est une large cap et ils font de l'ingénierie. C'est un modèle d'affaires qui est sympa parce qu'on n'a pas d'actifs immobilisés et on a un besoin en fonds de roulement qui est négatif. Donc, en fait, c'est les clients qui financent l'activité. 4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc, c'est pas un secteur qui a une entreprise qui a une forte croissance. On a 7 en VE sur EBITDA, 18 en PE et 5 en prestation de cash flow. Moi, je pense que le PE, on peut le mettre de côté. C'est plutôt une boîte qui va faire de la. Alors, ils font pas forcément de croissance externe, mais ils n'ont pas beaucoup de croissance organique non plus. Ils n'ont pas besoin de faire la dépense en capital puisqu'il n'y a pas d'actifs immobilisés. Donc, il n'y a pas de. Il y a pas d'actifs immobilisés à maintenir, il n'y a pas d'actifs immobilisés à acquérir, il n'y a pas d'usine à mettre en place, et cetera. Donc ça, nécessairement, ça vous fait des free cash flow qui sont énormes par rapport aux résultats nets. Et donc, ici, on a pas mal un price to free cash flow qui est quand même sympathique, hein. Donc c'est value, Technip Énergie. Là où je trouve que c'est un peu décevant, c'est là, on est à 8,3 en rendement des capitaux investis. On pourrait avoir une meilleure rentabilité que ça, hein. Justement, il y a pas de capitaux investis, donc on pourrait être plus rentable. Et ici, ils ont en rendement les fonds propres qui a quasiment 20% et c'est le même topo que juste avant. C'est parce qu'ils ont. Alors, eux, non, c'est pas des participations, c'est plutôt qu'ils ont des résultats financiers grâce aux avances clients, en fait. Donc, le cash qu'ils reçoivent, ils sont cash net, évidemment. Le cash qu'ils reçoivent, eh bien, ils le placent en trésorerie et après, ils le dépensent pour réaliser les projets. Et donc, dans l'intervalle, ils se génèrent de copieux intérêts financiers. Donc, ça, c'est bien. 2,2% en rendement du dividende, ils sont un peu radins, hein, quand même, il faut l'admettre, sur le dividende, puisque ils pourraient. Donc là, en fait, ils sont à 15% en termes de payout ratio par rapport au free cash flow. Donc là, ils pourraient verser 6% de dividendes sans problème. Technip Énergie, je continue à apprécier ce dossier, hein. C'est quand même très beau. On est bien sûr dépendant aussi de la dépense en capital des pétroliers, des gaziers, mais bon, voilà, c'est un secteur qui a encore de l'avenir, je pense, et un modèle d'affaires qui est très bien. Elis, on est sur la laverie industrielle. Alors, ils ont plusieurs segments d'activité, mais le gros de l'activité, ce sont les laveries industrielles. Donc, les clients, ce sont les hôteliers, les restaurateurs. On est en fait voilà, corrélé au tourisme. Pas que au tourisme, hein. Il y a aussi les hôpitaux, par exemple, etc. Donc, en fait, c'est plutôt diversifié, c'est plus diversifié que ça. Il y a quand même une récurrence sur les cash flows. 6,4 milliards de dollars de market cap, allez, c'est une large cap, on va dire, à 6 milliards. 9% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Bonne croissance. On est sur des multiples qui sont value. Hop, le PE, on peut ignorer parce que c'est la croissance externe qu'on fait chez Elis, hein. Donc, d'ailleurs, à chaque fois qu'ils font la croissance externe, ça fait monter la dette. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut surveiller sur Elis. Ils vont aussi, voilà, s'il y a des taux d'intérêt élevés, ils vont avoir du mal à lever de la dette et à faire des acquisitions et donc avoir du mal à faire de la croissance. Donc, ensuite, on est sur une rentabilité qui est plutôt faible, 6% rendement des capitaux investis, mais vous avez d'énormes actifs immobilisés. Vous avez aussi un besoin en fonds de roulement qui est positif sur Elis. Donc 6%, je pense que c'est quand même correct, hein, pour cette industrie et pour cet acteur. 2% de rendement du dividende. Bon, ils priorisent quand même le désendettement, donc le dividende n'est pas très élevé pour l'instant. On a un payout ratio qui est faible. Donc, à mon avis, on pourra quand même monter un peu ce dividende sans problème, mais d'abord priorité au désendettement. Donc, Elis, moi, j'aime bien. J'aime bien parce que c'est un business qui est assez résilient. Maintenant, ils sont un peu endettés, donc là, ils vont avoir du mal à faire des acquisitions, mais c'est quand même pas très cher, hein. Donc, je trouve ça intéressant. Allez, Nexans, donc d'après eux, ça a fait une belle performance et donc c'est pour ça qu'ils se sont un peu allégés. Donc, je suis d'accord avec eux, ça fait une belle performance. Est-ce qu'il y a toujours du potentiel? Moi, je le pense. Donc, on est sur la production de câbles électriques. Donc, on est dans la thématique électrification de l'économie. Il y a du potentiel, hein, ça c'est sûr.
Donc 6,3 milliards de market cap, on est sur une large cap, 7,6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc là, il y a une croissance et elle va accélérer à mon avis. En termes de multiples, on a 6,7. On a 7 en VE sur EBITDA, 12 en PE et 9 en free cash flow. Hop. On va plutôt regarder les free cash flow. Ici, pas une énorme, enfin en tout cas, pas une énorme dépense en capital, je pense. C'est value. Pour moi, c'est complètement value. On est sur 14% moins de capital investi, c'est de la bonne qualité, une bonne rentabilité opérationnelle et quasiment pas de dette. Et un petit dividende de 2,1%. Bien soutenu par les free cash flow. Et d'ailleurs, c'est un peu radin puisqu'il pourrait minimum doubler ce dividende sans problème. Hein. Donc, bon, peut-être qu'ils ont encore un peu de croissance organique à définancer. Donc, voilà. Bon, peut-être qu'ils ne veulent pas encore trop monter le dividende. Ça, c'est un élément à surveiller, mais je pense que ça va monter tranquillement sans problème. Nexans, j'aime bien. Vous avez de la croissance. Et c'est value. Donc, c'est quality, growth, value. C'est intéressant pour moi. Ça peut être dans un portefeuille value sans aucun problème, un Nexans. Alors, score, on est sur la réassurance en fait. C'est pas de l'assurance, c'est réassurance ici. C'est-à-dire qu'en fait, ils réassurent les portefeuilles d'assurance, les portefeuilles de contrats des assureurs quand le risque est trop élevé. 5,8 milliards de dollars de market cap, c'est une large cap, décroissance en rythme annualisé sur 5 ans. Sur une financière, on va regarder plutôt le PE, on a moins de 10, c'est ce qu'on veut. Sur les financières, au-dessus de 10, trop compliqué, il vaut mieux pas le prendre. Par contre, on n'a pas de décote sur actifs tangibles, et c'est ce qu'on veut sur une financière, pareil, hein, parce que les actifs d'une assurance ou d'une banque, c'est incompréhensible, sauf si vous êtes actuaire ou banquier. Donc, on prend ce que nous dit le management en termes de valeur des actifs tangibles, et puis on met une décote, comme ça, on est un peu plus sécurisé. 8,4% de rendement des fonds propres, c'est pas terrible. Hein. Pour une financière, c'est pas terrible. Et on est sur 6% de rendement, 6,5% de rendement du dividende, qui est bien soutenu par les bénéfices nets. Bon, j'aime pas ce quoi, moi. Je trouve que c'est pas qualitatif. Après, il y a une prime spéculative sur une potentielle OPA. Ça a déjà été le cas par le passé, elle a échoué l'OPA, mais ça peut revenir. C'est pas un secteur qui m'attire particulièrement. Après, je peux comprendre l'attrait de ce dividende là quand même, qui est sympathique. TUI, société allemande dans le tourisme. On est sur, allez, mid-cap maintenant, on va dire. En dessous de 5 milliards, on va dire que c'est des cap au sens européen. 4,8 milliards de dollars de market cap, 11,2% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc là, on est en plein boom du tourisme. Hein, ça marche très fort en Europe. 3 en VE sur EBITDA, 6 en PE, 4 en price to free cash flow. Le marché n'aime pas cette entreprise. C'est très, très, très value. On est à 11% en rendement des capitaux investis, quand même pas mal. Hein. 0,7 fois l'EBITDA en dette nette. C'est un modèle d'affaires qui a BFR négatif, puisqu'on se fait payer des acomptes par les clients. Donc, très bien. Rendement des fonds propres colossal, 60%. Comment c'est obtenu, ça, je ne sais pas, mais je pense qu'ils doivent racheter leurs actions pour les annuler. Vu la valorisation, ça a plus du sens de racheter ces actions. Hein. Bon, il n'y a pas de dividende de versé. Ils ont priorisé le désendettement, en fait. Ils étaient très endettés, puis là, maintenant, il n'y a plus de dette, donc je pense que le dividende va revenir. TUI, franchement, c'est très beau. Hein. Pareil, là c'est growth, value, quality. Donc, ça a toute sa place dans un portefeuille value. C'est pour ça que c'est dans le fond France, entre guillemets, d'indépendance AM. Allez, téléperformance. Bon, vous connaissez sur la chaîne, j'ai fait pas mal de vidéos à ce sujet. À nouveau, une erreur de sélection de ma part, je pense. On verra, mais je pense qu'il y a peu de chances que ça se rétablisse. Donc 4,5 milliards de dollars de market cap, 13,6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Ça inclut la fusion avec Majorel. Donc il n'y a pas de croissance organique sur téléperformance. Bon, en termes de multiples, en effet, c'est value. Hein. 4,5 en BE sur EBITDA, 8 en PE, 3 en price to free cash flow. Attention qu'il y a quand même beaucoup de dettes maintenant. La dette remonte. Ils n'arrivent pas à se désendetter. En fait, ils veulent tout faire. Ils veulent faire du dividende pour les actionnaires, plus du rachat d'actions, plus des acquisitions, plus rembourser la dette si on peut. En fait, non, ils ne peuvent pas. Donc, la dette est en train de monter. Ils ont publié un mauvais premier semestre avec une perte de contrats dans les services spécialisés. En plus, ça ralentit dans les services spécialisés. C'est un peu catastrophique. 7,7% dans les capitaux investis. C'est correct, mais c'est pas exceptionnel. Voilà. Donc, le dividende est solide. On est à 3 fois les free cash flow en termes de bénéfices nets. Bon. Mais ce dividende, si on a des free cash flow qui se mettent à chuter, il sera peut-être pas assuré. Hein. Donc, Téléperformance, c'est trop volatile, à mon avis. Hein. C'est trop risqué maintenant, mais c'est pas cher. Donc, si on veut vraiment être contrariant, moi, je garderai ma position donc j'ai plus qu'un quart de position, jusqu'à ce que ma thèse d'investissement soit invalidée. Bon, c'est contraire à ce que dit de faire William Higgins, hein, d'ailleurs. Lui, il dit que, en fait, au bout d'un certain temps, il faut couper ses moins bonnes positions. Donc, je l'ai fait sur Pernod Ricard, ça m'a pris du temps. Sur Téléperformance, je suis en train de le faire, mais pour l'instant, je n'ai pas purgé
il nous reste un quart de position. Coio Hotels. Donc là, on est dans l'hôtellerie. 4,4 milliards de market cap. On est sur 8,5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc c'est une croissance quand même soutenue. Attention, les multiples sont élevés. Moi, je pense que, donc il faut peut-être retraiter ces multiples, mais je pense que ça passe sa place dans un fonds value si on est à ce niveau-là. 4% vraiment des capitaux investis, 6% vraiment des fonds propres, c'est pas élevé comme rentabilité. Il y a beaucoup de dettes, mais là, comme c'est de l'hôtellerie, en fait, cette dette-là, elle est collatéralisée avec les actifs immobiliers. 1% vraiment du dividende. Bon, je comprends pas pourquoi ça, c'est dans le fonds France. Mais évidemment, ça, c'est ce que nous affiche le screener. Donc après, si on fait le travail, peut-être qu'on va trouver que les multiples sont beaucoup plus bas. Il faut aller réduire les rapports financiers, etc. Moi, je préférerais passer mon tour sur Covivio. Avant de continuer, si jamais vous cherchez un portefeuille d'investissement passif et performant, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo. Ensuite, on est sur LDLC, donc c'est le spécialiste du poulet. Numéro 1 français, 3,5 milliards de dollars de market cap, donc sur grosse mid cap, 7,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Là, il faudrait décomposer entre volume et prix. Je pense qu'ils ont quand même réussi à pas mal monter leur prix. Il y a eu pas mal d'inflation alimentaire ces dernières années. C'est value. En tout cas, en termes de valeur entreprise sur EBITDA, c'est value. Il y a à mon avis des facteurs qui impactent le résultat net et les free cash flow. Donc ça, il faudrait retraiter. Bon, si on regarde, voilà, pour moi, ça, ce multiple-là, c'est le principal. C'est une que je regarde tout le temps, d'ailleurs. Valeur d'entreprise sur EBITDA, l'avantage, c'est que ça inclut la dette et puis que l'EBITDA, ça s'approche d'un résultat opérationnel. Donc c'est un peu la performance opérationnelle réelle de l'entreprise. 7,7% vraiment des capitaux investis. C'est une bonne rentabilité pour ce secteur. On est cash net sur le dossier, 1,9% vraiment du dividende. Attention que les bénéfices nets sont supérieurs au free cash flow. Donc, ce payout ratio, il est en réalité au-delà de 50%. Donc, le dividende, il n'est pas très élevé. Il ne va pas augmenter beaucoup plus à court terme. Bon, LDC, ça peut être intéressant. C'est défensif. Maintenant, c'est pas un secteur qui aura beaucoup de catalyseurs. Donc, pourquoi pas. Pourquoi pas en fonds de portefeuille, c'est pas très cher. Mais il n'y a pas de dividende, il n'y a pas un dividende très important non plus. Donc, c'est un peu dommage. On continue avec Trigano. Donc là, c'est le spécialiste des véhicules récréatifs, c'est-à-dire les camping-cars principalement, c'est le gros de leur activité. Ils sont très centrés sur l'Europe, donc attention quand même à la santé du consommateur, parce que c'est la consommation c'est la consommation discrétionnaire, donc ils peuvent couper leurs dépenses de consommation, les consommateurs français et européens. Donc ça, c'est surveillé. On est sur 3,3 milliards de market cap, 9,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc la croissance est plutôt soutenue. En termes de multiples, c'est value. On est à 7 en VE sur EBITDA, 11 en PE et 15 en price to free cash flow. Donc là, pour l'instant, il passe plutôt des dépenses en capital importantes. C'est une boîte qui a encore de la croissance organique. Donc, il vaut mieux considérer le résultat net et la valeur entreprise sur EBITDA. Pour moi, c'est value quand même. C'est pas très très cher. Bonne rentabilité quand même. 19,5 de rendement des capitaux investis. C'est vraiment bien, très bien même. 0,2 fois l'EBITDA net. On est quasiment désendetté et un rendement du dividende à 2,2%. Avec un payout ratio qui est entre 35 et 40% plutôt. Donc, c'est quand même soutenable. C'est quand même soutenable, c'est pas très généreux pour l'instant, mais bon, ce dividende va monter à l'avenir. Vika. Vika, c'est une société que j'ai eue en portefeuille sur laquelle j'ai réussi à faire un bon bagger, plus même 130%, quelque chose comme ça. Donc, c'est du ciment. En 2022, elle était complètement en bas de cycle à cause du coût de l'énergie qui a matraqué. Il y avait deux choses. Le coût de l'énergie qui a explosé. Les cimenteries sont très consommatrices d'énergie, plus les dépenses en capital assez importantes à ce moment du cycle chez Vika. Donc le marché s'est inquiété de ça et a mis des multiples très bas. Et il y avait même une décote sur actifs tangibles. Il y avait 20% de décote sur actifs tangibles. Bon, ben, ça a doublé depuis. Donc c'est une bonne stratégie. La décote sur actifs tangibles. On est sur 3 milliards de dollars de market cap, 7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc c'est une croissance soutenue, alors c'est un mix externe organique. Ils font, dans des pays, donc par exemple dans les émergents, en Afrique, etc., ils font de la croissance organique. Dans d'autres pays, ils font plutôt de la croissance externe, puisqu'il y a moins de croissance organique. Donc ils sont assez diversifiés international, mais quand même très exposés à la France et à l'Europe, donc il faut le garder en tête. C'est value en termes de valorisation, 6 en VE sur EBITDA, 10 en PE, 6 en price to free cash flow. Ils ont annoncé baisser la dépense en capital maintenant, après quelques années de capex élevé. Donc c'est plutôt le multiple de free cash flow qu'il faut regarder, c'est quand même pas très cher. C'est pas du tout cher. 6% au moment des capitaux investis, c'est hyper intensif en capital, cette activité. Donc 6%, c'est quand même pas mal. Et on a 2,2 fois les bidas en dette nette. Ils se sont engagés à baisser le levier financier, donc en ciblant une fois les bidas
en horizon 2027 de mémoire. Dividende qui est sympa, 4,4% vraiment du dividende qui est très soutenable. Ils sont prudents sur le dividende, hein, ils ne veulent pas le monter trop, alors que là, ils ont de la marge de manœuvre. Ça pourrait être plus généreux, mais je pense qu'ils visent plutôt à se désendetter. Donc Vika, j'aime bien, j'ai plus en portefeuille, par prudence, j'ai pris mes profits, mais au bout d'un moment, si on revient un jour sur une décote sur actif tangible, ça c'est sûr que je fonce sur du Vika. The Navigator Company, on est sur une boîte portugaise ici qui fait du papier. Hop, Paper and Forest Products, donc ils sont verticalement intégrés, hein, ils ont aussi l'exploitation forestière. 2,7 milliards de dollars de market cap, on est sur une mid cap, 6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc quand même un fond de croissance. On est à 7 en VE sur EBITDA, ils ne nous ont pas calculé le PE, mais on peut le calculer de tête, on est à peu près à 11 en price earning, ce qui n'est pas très cher. On n'a pas la valeur des free cash flow, il faudra regarder séparément. Et on est sur une rentabilité qui est forte, hein, 13,5% avant les capitaux investis, c'est pas mal, hein, surtout que c'est intensif en capital cette activité. 1,9 fois l'EBITDA en dette nette, d'où est-ce que vient cette dette-là? Est-ce qu'ils font des acquisitions possibles? Donc, pas trop endetté, ça va, c'est soutenable à ce niveau. Il n'y a pas de dividende de verser. C'est un dossier value tout à fait intéressant, hein. Et puis ça vous permet d'être diversifié à l'international. L'élément qu'il faut regarder, alors il n'y a pas de dividende, tant mieux parce qu'il y a une retenue. Alors, est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, parce que vu qu'il manque de données, c'est peut-être un problème du logiciel. Mais pas avoir de dividende, c'est pas forcément un problème sur les valeurs étrangères, parce que vous avez des retenues à la source. C'est pas forcément intéressant d'avoir les retenues à la source. Coface, on est sur l'assurance. Alors c'est un peu particulier parce qu'ils assurent le commerce à l'export, hein, le commerce français à l'export. 2,7 milliards de dollars de market cap, on est sur une grosse mid cap, 5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc quand même un fonds de croissance sympa. On va regarder le PE plutôt pour une financière, c'est 9 en price earning, c'est pas très cher, mais il n'y a pas de décote sur actif tangible, alors pas loin, mais il faudrait peut-être que ça baisse un petit peu pour avoir cette décote-là, pour avoir un peu plus de marge de sécurité. 12% dans des fonds propres, on va dire que c'est convenable pour une financière. Pourquoi je dis ça? Ben regardez, hein, l'endettement. Alors s'il est bien mesuré, c'est pas forcément le cas, mais 10 fois les bidas en dette nette, bon, ben ça c'est une financière. Donc si vous êtes autant endetté et que vous avez pas au moins 10% dans les fonds propres, alors que vous avez un levier énorme, bon, voilà, faut rappeler que le ROE, donc le rendement des fonds propres, c'est le résultat net divisé par les capitaux propres moyens sur la période. Alors, ça dépend de comment on le regarde. Du coup, ça prend pas en compte la dette, alors que l'endettement, il peut vous faire monter le résultat net. Donc, c'est un peu biaisé. Donc là, avec un levier énorme comme ça, avoir bon, on a plus de 10%, donc on va dire que c'est satisfaisant. Bon, on a un dividende qui est quand même colossal, hein, 9% de rendement du dividende. Bon, payout ratio à 86%. C'est un peu limite, ce dividende, il va pas forcément monter, mais c'est intéressant. Donc, Coface, pourquoi pas pour un entier? Et moi, je trouve qu'il y a pas assez de marge de sécurité. Ensuite, on est sur Alten. Donc là, on est sur une ESN. Alors, c'est plutôt, c'est pas, ils ont un peu l'activité ESN, mais ils font surtout de la R&D externalisée, hein. C'est-à-dire que les cabinets d'études, des bureaux d'études d'ingénieurs externalisés, 2,6 milliards de dollars de market cap. On est à 9,6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Ils font surtout de la croissance externe, comme toutes les ESN, hein. D'ailleurs, c'est un marché qui est en consolidation. On est complètement en bas de cycle sur ce secteur, sur ESN et la R&D externalisée au sens large, hein, donc sur le conseil, on va dire. Donc ça nous donne des multiples, ce sont les multiples les plus bas qu'on a jamais eu, hein, sur Alten, qui est une société de croissance toujours. Actuellement, il n'y a plus de croissance, mais je pense que c'est cyclique et que ça va revenir. Donc 6 en VE sur EBITDA, 6 en price sur cash flow, c'est pas très cher. 10,4% en les capitaux investis. Bonne rentabilité. Après, c'est pas intensif en capital comme métier. Un petit peu de dette, mais enfin rien, quasiment pas de dette à signaler. Donc là, ça leur donne un peu de la capacité à faire des acquisitions. 2% en moins du dividende, c'est assez rare d'avoir de 2% sur du Alten et c'est bien soutenable par les free cash flow. Donc Alten, pour moi, c'est un dossier qui se met en watchlist. C'est pas mal, hein, c'est vraiment pas mal. Hop Mobility, donc là, on est un secteur plutôt sinistré, les équipementiers auto. Toute l'industrie automobile en Europe est dans la panade. Je vous en parle souvent, donc c'est un secteur, à mon avis, qui est quand même un peu dangereux. Attention là-dessus, hein. 2,2 milliards de market cap, 7,7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc sur les dernières années, on n'a plus de croissance. Bon, les multiples sont très bas, hein. 4 en VE sur EBITDA. Le PE, on peut le mettre de côté. On est à 4,1 en price to free cash flow. C'est très peu cher, c'est de value. On est à 7% vraiment les capitaux investis. Bon, ça reste convenable, hein, comme rentabilité. 1,9 fois les EBITDA en dette nette. Un petit peu de dette à signaler quand même, hein. En bas de cycle, ça peut faire mal. 5% vraiment du dividende, extrêmement bien soutenu par les free cash flow. Bon, donc quantitativement, rien à dire, hein, c'est intéressant. Mobility, ça se met dans une watchlist value. Après, le secteur,
qualitativement, moi j'ai du mal, hein. Le secteur est quand même en difficulté. Ça peut faire mal. Hop, je baisse un peu. On continue avec Ogotoliner. Donc celle-là, elle est pas mal suivie, je l'ai pas mal suivie sur la chaîne. On fait du transport par bateau de camions et de voitures. Donc c'est un peu un marché de niche. C'est une boîte qui est norvégienne. 2 milliards de dollars de market cap. C'est pas coté plus de 5 ans. Regardez-moi ces multiples-là. Alors on va regarder surtout la valeur entreprise sur EBITDA et le ratio coût-bénéfice. 4 en VE sur EBITDA, 3,5 en PE. C'est extrêmement peu cher. Les free cash flow, ils sont bas à mon avis parce on a fait une dépense en capital importante. Et ça, c'est conjoncturel, hein, c'est pas structurel. 30% vraiment des capitaux investis. On gagne autant, enfin, on n'a jamais gagné autant d'argent sur Ogotoliner. Un petit peu de dette, mais rien d'inquiétant. Et vraiment du dividende à 29%. C'est monstrueux. Attention que ils vont peut-être puiser dans la trésorerie, hein, pour le verser, parce que les free cash flow sont quand même bien plus bas que les bénéfices nets. Bon, en fait, ce qui se passe, bon, ils sont très rentables, hein, de notre côté, donc en fait, ils reversent une énorme partie de ce qu'ils gagnent en dividendes parce qu'ils savent que le cycle est un peu en train de se retourner, donc ils ne veulent pas réinvestir massivement. Donc le plus intelligent à faire dans ce cas-là, c'est de rendre le cash aux actionnaires. Ils le font très bien. Donc Ogotelner, ça reste très intéressant. On est ensuite sur TF1, on est dans les médias, la première chaîne de télévision française, 2 milliards de dollars de market cap. Il n'y a pas de croissance, hein, 2,5 sur 5 ans, c'est rien, quoi. On a 3,6 en VE sur EBITDA, 9,6 en PE et 9 en price free cash flow. C'est value, rentabilité opérationnelle qui est pas mal. Après, c'est pas très intensif en capital. 9,3% de rendement des capitaux investis. Pas de dette à signaler. 7% de rendement du dividende. Plutôt bien soutenu par les free cash flow. Donc ça, pour moi, TF1, ça a sa place dans un portefeuille rentier, puisque en plus, vous avez un peu de la trésorerie qui peut vous aider si jamais vous avez des free cash flow qui baissent, mais les free cash flow sont quand même élevés. Donc très bien d'un point de vue rentier, hein. Et après, d'un point de vue value, ça a aussi du sens, hein, donc les multiples sont plutôt bas. Donc si vous faites de la value sur TF1, vous devez réinvestir votre dividende. Voilà. Técnicas Reunidas, donc ça c'est le Technip espagnol. On est sur 2 milliards de dollars de market cap, 2% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, il n'y a pas beaucoup de croissance. D'un point de vue multiple, je pense que c'est value quand même. Il faudrait regarder ce qui se passe au niveau du résultat net et du free cash flow. Mais bon, c'est pas très cher. 9,6% dans les capitaux investis. Cash net sur le dossier, donc c'est un peu le même modèle. C'est le même modèle d'affaires que Technip, hein. Donc vous touchez les acomptes pour vos contrats que vous pouvez placer en trésorerie. Pas de dividende de verser. Bon, voilà. À comparer, je préfère quand même du Technip à du Technicas, mais ça peut être intéressant également d'un point de vue diversification et géographique. Hop, on continue avec Steph, le spécialiste de la logistique français. Donc, il y a eu une mauvaise publication, hein. Donc, le cours a un peu chuté. On est à 1,8 milliard de dollars de market cap, 8,7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. On est à 6 en VE sur EBITDA. Donc, c'est value. Il y a des impacts. Alors, ils ont payé une amende. En fait, ils ont eu une amende de TVA à payer en Italie. Donc, ça fait une charge fiscale. Malheureusement, boum, ça a impacté donc le résultat net. Et pour le free cash flow, ils continuent à faire des dépenses en capital assez élevées. Donc, Steph, la vraie valeur se situe, et ça ne se voit pas ici, parce que il faut regarder dans le bilan, mais la vraie valeur se situe dans l'immobilier qui est possédé par l'entreprise, hein. Donc, ils ont un énorme moat avec leur immobilier énorme. Donc, je vous renvoie vers le forum des Dobas, hein. Ils ont essayé de faire une estimation sur la valeur de leur immobilier. Et en fait, du coup, ça vous donne quand même un bon upside potentiel sur l'action. Vous avez un petit dividende de 3,5% qui est bien soutenu par les free cash flow. Donc voilà, un petit peu de dette quand même à signaler, hein. Bon, du Steph, pourquoi pas. Actuellement, c'est pas ultra attractif, mais il y a de la valeur cachée. Allez, Havas, on est dans les médias, donc je l'ai en portefeuille. Depuis, je l'ai vu d'ailleurs dans le fonds France d'indépendance AM. C'est un spin-off de Vivendi. On est dans la publicité. C'est quand même une mid-cap, hein, 1,8 milliard de dollars de market cap. Donc c'est coté seulement depuis décembre 2024 et c'est pas cher. 4 en BE sur EBITDA, 9 en PE. Et je vois plus ce que j'ai mis ici. Hop, 6 en price to cash flow. Bon, moi j'aime bien. Alors ils font surtout de la croissance externe. Ils font des acquisitions de petits cabinets de publicité, des agences qui viennent consolider. Donc ils sont très forts en fusion-acquisition. On a une bonne rentabilité, 10% vraiment des capitaux investis. Une fois les bidas net, c'est pas trop lourd à supporter. Et puis on a alors ils mettent 15% vraiment du dividende. Oui, mais il y a eu un dividende exceptionnel, hein. On ne sera pas à ce niveau-là. On sera de mémoire plutôt à 5-6%. On était à 5-6% sur 2025. Donc voilà. D'ailleurs, le payout ratio ici est élevé parce qu'ils ont fait du dividende exceptionnel. À 5-6%, c'est complètement soutenable. Donc Havas, moi, pour l'instant, je renforce. J'ai une demi-position.
J'aime bien, après il y a des détracteurs, il y a des points aussi un peu plus négatifs sur l'organisation du capital, hein. Le capital est complètement verrouillé. En plus, ils sont cotés aux Pays-Bas, donc ils vont avoir des droits de vote double, voire quadruple. Donc il y a pas de possibilité d'OPA sur Havas. Donc il faut avoir confiance en Yannick Bolloré. Allez, on continue avec Ipsos. On reste à nouveau dans les médias, mais là, c'est plutôt du marketing, de des sondages, des enquêtes. On est sur la même market cap que Havas d'ailleurs, 1,8 milliard de market cap, 5 de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc comme nous le disait, Indépendance AM, le PDG va être remplacé. 6 en BE sur EBITDA, 8 en PE, 7 en price to free cash flow. Pour moi, ça reste value, hein. Après, il y a la polémique, donc c'est, d'ailleurs Havas peut en souffrir aussi et puis Téléperformance en souffre. IA. Est-ce que l'IA va complètement disrupter, ces marchés-là? Donc la pub et plutôt les enquêtes, par Ipsos, l'avantage, c'est qu'ils ont de la data. Ça peut les aider. Il faudrait qu'ils intègrent l'IA dans leur activité. 11,4 vraiment les capitaux investis. Très bonne rentabilité plutôt correcte. Après, c'est pas intensif en capital. 1,2 fois l'EBITDA en dette nette. Donc ça monte à chaque fois qu'ils font des acquisitions et aussi ils font de la croissance externe, surtout, principalement, même uniquement. 4,8 de rendement du dividende, bien soutenu par les free cash flow. Donc Ipsos, c'est aussi un dossier que j'aime bien. Maintenant, est-ce qu'ils se font disrupter ou pas? Voilà, il faut aller, creuser ce point-là. Électricité de Strasbourg, ça c'est une ligne qu'ils ont renforcée. Attention, il y a quand même EDF au cap non, c'est ça, il y a EDF au capital de mémoire. Donc c'est l'État. Finalement, j'aime pas trop quoi, quand il y a l'État au capital. 1,3 milliard de market cap, 13 de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, forte croissance et les multiples qui sont très doux. On est à 4 en VE sur EBITDA, 8 en PE, 10 en price to free cash flow. Donc là, des résultats nets supérieurs au free cash flow. Ils ont dû passer une petite dépense en capital, mais rien de très important parce que finalement, on reste value sur les multiples et même en price to free cash flow. 24 vraiment du capital investi. Pour une boîte qui est intensive en capital, c'est solide, hein. Ils sont cash net. 5 vraiment du dividende, bien soutenu par les free cash flow. Il doit être à 50 Pas mal. Donc l'électricité de Strasbourg, je comprends pourquoi ils renforcent, hein, c'est quand même intéressant. Après, il y a l'État au capital. Compagnie des Alpes, on gère du coup des stations de ski, mais également des parcs d'attractions. 1,2 milliard de market cap, 10% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Ça, c'est bien. Au niveau multiple, on est plus value. Ah, ça a bien monté, hein, parce que Compagnie des Alpes, elle sortait régulièrement dans mes screeners. Et c'était plus bas que ça, la valorisation. Donc, soit le multiple s'est redressé, soit ils ont un EBITDA qui est un peu baissé, hein, donc il faut les clarifier. Ça reste pas très cher, mais c'est pas value, hein, pour moi, du coup, à ce niveau. 5,6 en rendement des capitaux investis, c'est pas extraordinaire. 2 fois les bidentats en dette nette, il y a un petit peu de dette et un dividende intéressant à 4,5%. On se trouve quand même à peut-être 60-65%, hein, sur les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets. Donc, pour Compagnie des Alpes, je pense qu'il y a mieux à faire. Tac. Allez, on continue. Via les compagnies, Med Capital Markets, en fait, c'est une holding qui a 3 participations. Il y a une compagnie en Suisse, j'ai oublié le nom, compagnie financière Tradition, je crois. Il y a Bourse Direct, donc le courtier français, et il y a une troisième activité. Donc, il y a une décote, elle est très décotée cette boîte, et c'est plutôt comment dire, un value play. En fait, c'est la somme des actifs vaut moins cher que la boîte. 1,2 milliard de market cap, 6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Et Coifin ne sort pas les métriques, malheureusement. En PE, ça nous donne moins de 10, hein. Ça nous donne moins de 10. Donc c'est intéressant, c'est ce qu'on veut pour une financière. Pour une holding, ici, il faudrait calculer, mais il y a une décote sur actif net de mémoire. Bon, il manque les chiffres, dommage. Mais via les compagnies, ils ont publié, alors je crois que c'était hier ou aujourd'hui, et ils ont fait une bonne publication. Donc je pense que ça vaut le coup pour qui veut du financier en portefeuille. Morel et Prom, on est dans le pétrole et le gaz, et même ils font un peu de photovoltaïque maintenant, en Afrique. Ça marchera mieux que Photosol en France. Alors, je la suis pas mal sur la chaîne, je l'ai en portefeuille, j'ai une position complète sur Morel et Prom. Pour l'instant, j'ai une légère moins-value, je dois avoir 7-8% de moins-value, c'est rien de significatif, surtout qu'il y a le dividende qui est passé par là. Et le dividende est copieux en plus, hein, donc en fait, en réalité, je suis à peut-être 4%, 3-4% de moins-value. 1,1 milliard de market cap. On est à 10,5 de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, donc il y a de la croissance externe aussi, hein. Donc ils font pas mal aussi de prise de participation dans des boîtes. Chose que j'ai un peu appris en creusant le dossier, ils ont une participation dans Seplat, donc c'est la compagnie nigériane de production de pétrole. Et en fait, elle est complètement sous-valorisée dans le bilan, hein. Donc vous avez déjà un copieux dividende que vous est versé par Seplat, mais en plus, il y a, on va dire, de la valeur cachée qui apparaît pas ici,
Mais en fait, il y a une décote sur actif net pour Morel et Prom. Donc, pas mal. D'un point de vue flux, c'est très peu cher. 2 en VE sur EBITDA, 5 en price earning. Alors, free cash flow élevé, il continue à faire la dépense en capital. 12% en moins les capitaux investis, c'est quand même une bonne rentabilité opérationnelle. Et ils sont cash net. Donc après, là, ils vont faire des acquisitions, la dette va remonter un petit peu. Mais bon, voilà. Cash net pour le moment, un dividende qui est sympa, qui est bien soutenu. Alors, pas par les free cash flow. En revanche, on est au-delà de 50%. Mais ça, on va dire, c'est conjoncturel. Morel et Prom, le catalyseur qu'on attend, c'est le rétablissement des activités au Venezuela. Leur activité a été suspendue par les États-Unis. Il suffit que Maduro se fasse renverser et ça sera, la fête reprendra pour Morel et Prom. En attendant, ils continuent à se développer PPR en prenant des participations, en faisant de la croissance organique, etc. Ils font de l'exploration. Donc moi j'aime bien Morel. En plus, je pense que le pétrole va se reprendre avec le redémarrage de l'activité économique. Donc c'est pour ça que j'en ai un portefeuille. On continue avec Bassac. On est sur de l'immobilier, 1 milliard de dollars de market cap, 10,6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc on est sur une forte croissance, 6 en VE sur EBITDA, 9,7 en PE et 6,8 en price to free cash flow. Alors, secteur quand même en difficulté, hein, l'immobilier, mais Bassac s'en sort en fait. Ils gèrent plutôt bien. Eux, ils font de la promotion, donc ils ne sont pas trop endettés. 1,9 fois l'EBITDA en dette nette, c'est plutôt pas mal. Quand on regarde une Nexity ou autre, ou Capelli qui a fait faillite, ils s'en sortent plutôt bien. 6,4 en rendement des capitaux investis, c'est bien. 1,9% de rendement des dividendes, bien soutenu par les free cash flow. Donc Bassac, pourquoi pas? Moi, je trouve que le secteur est quand même compliqué, donc je resterai plutôt à l'écart. JL Event, on est dans l'organisation événementielle, 1 milliard de dollars de market cap, 15% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. C'est plutôt fort comme croissance. On est sur un multiple de valo qui est des multiples de valo qui sont value, c'est pas très cher. 6% en moins de capital investi, ça c'est pas extraordinaire, je trouve, parce que c'est pas intensif en capital, ce genre d'activité. Ça mériterait d'être plus élevé. Attention à la dette. Donc là, il faut peut-être retraiter. Je pense que en termes de dette financière, on n'est pas à ce niveau-là. Ils doivent avoir des obligations locatives qui font que, en fait, en réalité, ils ne sont pas endettés. Donc ça, il faut quand même vérifier ce point, mais je ne pense pas qu'ils soient endettés à ce niveau-là. 2,4% rendement du dividende, c'est pas mal, c'est correct, soutenu par les free cash flow. Pourquoi pas du GL Event? C'est un petit peu... Ça manque un peu de qualité, je trouve. De Richebourg, on est sur les services commerciaux. En fait, leur activité, c'est le recyclage de minerais, de métaux. Donc, en fait, leur croissance va dépendre des volumes, d'une part, et aussi de la variation du prix de la ferraille. Donc, c'est un élément à suivre. Ils ont pris une participation dans Elior également. Donc, ils contribuent, je pense, d'un point de vue managérial aussi, à aider au rétablissement de l'entreprise. Je pense que cette participation, c'est plutôt un coût financier. Ils vont peut-être revendre ensuite avec une plus-value. Donc, ça peut être intéressant. C'est très peu cher. 5 en BE sur EBITDA, 8 en PE, 5 en price to free cash flow. On a presque une décote sur actifs tangibles, mais ce n'est pas le cas. 7% rendement des capitaux investis, c'est un métier intensif à capital, donc on va dire que c'est correct. 2 fois l'EBITDA en dette nette, 2,4% rendement du dividende. Il n'y a pas un énorme dividende, mais ils ont priorisé le désendettement en fait. Avant, on était beaucoup plus endettés, donc la recovery se passe pas trop mal, on va dire. Et un free cash flow plus élevé que les bénéfices nets, payout ratio soutenable. Bon, de Richebourg, pourquoi pas? La dernière publication était plutôt mitigée quand même. Maintenant, ça se paye tellement pas cher que c'est pas très grave à la limite. Savencia, oui, dans les fromages, presque 1 milliard de dollars de market cap, 7,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Les multiples sont complètement value et vous avez 30% de décote sur actifs tangibles. Donc ça, c'est deep value. On est à 5,7% en moins de capital investi. Bon, après c'est intensif en capital, mais c'est pas extraordinaire. Une fois les dividendes net, 2,1% en dividende, bien soutenu par les free cash flow. Donc ce dividende, il peut même doubler sans problème. Savencia, c'est intéressant d'un point de vue deep value. Pourquoi pas? Après, c'est pas vraiment la consommation non discrétionnaire, puisque le fromage, vous pouvez vous en passer, mais quoique, l'alimentaire, on va dire que c'est un produit de base, donc pourquoi pas? Voyageurs du monde, on est sur l'organisation de voyages, du tourisme haut de gamme, 900 millions de dollars de market cap, 8,6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc on a quand même une croissance qui est soutenue, on profite du boom du tourisme. On est à 11 en VE sur EBITDA, 16 en PE, 19 en price to free cash flow. C'est plus de la value, ça. Ça ne devrait plus être dans leur portefeuille. Peut-être qu'ils s'allègent, mais c'est la croissance à prix raisonnable maintenant. On est à 16% rendement des capitaux investis, donc une bonne rentabilité. Cash net, ça, ils touchent des acomptes clients aussi, donc c'est pas forcément leur cash à eux. Et il n'y a pas de dividende de verser. Bon,
pour moi, je pense que voilà, si on fait de la value, voyageurs du monde, je pense pas qu'on en fait. Synergie, travail temporaire, on est sur 900 millions de dollars de market cap, 4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc il y a une petite croissance pas exceptionnelle. En termes de valorisation, en tout cas, la valeur entreprise sur EBITDA, elle est basse, on est value. Il faut aller voir ce qui se passe dans les comptes de résultats et dans le tableau de trésorerie pour qu'on ait, une métrique qui est aussi élevée là. 7% dans les capitaux investis, plutôt correct, on va dire, c'est pas extraordinaire. On n'a pas de dette, donc ça c'est bien. En cas de retournement, ça nous protégera parce que je pense que le travail temporaire en France, ça va être compliqué là. Pas de dividendes de verser. Bon, Synergie, pourquoi pas après, hein, c'est pas très cher payé. C'est pas très cher payé, mais bon, un dividende, ça pourrait aider quand même, à patienter. Là, c'est pas le cas, donc voilà. Et vu le secteur, je pense que c'est un peu compliqué. Hop, SAF Hollande, eux, ils font les attelages pour les camions. Donc on va, plutôt être, lié au commerce, on va dire, à la logistique, à l'évolution du marché logistique. 820 millions de dollars de market cap, 10,5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, et pourtant ça se paye pas cher. 5 en BE sur EBITDA, 14 en PE, 6 en price free cash flow. Bon, c'est quand même pas très cher. 9,6% rendement des capitaux investis. On a une bonne qualité du coup, et on est endetté à 2,3 fois les l'EBITDA en dette nette. Attention qu'il y a un petit peu de dette quand même là. 5,5 en rendement du dividende, c'est bien, et les free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, donc ce dividende est soutenable en réalité. Bah, ça, c'est un dossier tout à fait intéressant, hein. Après, c'est coté, alors c'est allemand, donc il y a des retenues à la source, hein, sur le dividende. Malheureusement, vous n'aurez pas du 5,5, mais autrement, d'un point de vue quantitatif, plutôt pas mal, hein. Bon, évidemment, on est sur le fonds Value France, indépendance AM, donc la plupart des lignes sont intéressantes. On est sur Groupe REIT maintenant, donc c'est en fait l'alter ego de Synergie. Travail temporaire, 755 millions de dollars de market cap, un petit peu de croissance, on est à 4,7. Les multiples, c'est pareil, c'est pas très cher. On a 6,5 en rendement des capitaux investis, c'est un peu moins. Bon, ouais, c'est à peu près kiff-kiff en fait, avec Synergie. Pas de dette à signaler. Eux, ils versent un dividende de 1,5, donc qui est bien soutenu par les free cash flow. Donc le groupe REIT, pourquoi pas. Après, moi, je pense que c'est compliqué en ce moment, ce secteur-là. Donc prudence quand même. Mersenne, on est dans la production de matériaux pour les batteries électriques, entre autres. Donc, on est sur la thématique électrification. Ça, c'est un marché d'avenir. 670 millions de dollars de market cap, 6,5 de croissance en rythme annualisé sur 5 ans. En VE sur EBITDA, c'est pas cher. Pour les autres multiples, il se passe des choses. Donc, il faut aller retraiter ça, il faut aller vérifier ces éléments. Moi, je pense que c'est value, hein, Mersenne, sans problème. 8,2% rendement des capitaux investis. On est sur 2,3 fois les l'EBITDA en dette nette. Attention, l'endettement ici, il est un peu élevé. 5,3% de rendement du dividende qui a été versé. Potentiellement, peut-être pas, mais limite, hein. Limite à crédit, hein, sur le. Donc, ce dividende-là n'est pas soutenable. Voilà. Mersenne, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est value. Il y a un petit peu de dette, en fait, hein, quand même. Donc, il faudrait peut-être attendre qu'il se désendette un petit peu avant d'y aller. Energy Group, on est sur les médias, donc stations de radio. Je crois qu'ils ont perdu, je suis sûr même qu'ils ont perdu leur licence TNT, donc ils ne font plus de télévision. 658 millions de dollars de market cap, 3,2% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. C'est value en réalité, hein. Ici, ça, on peut ignorer. Pourquoi est-ce que les free cash flow sont bas? Ça, est-ce qu'ils font passer, ça m'étonnerait qu'ils fassent passer une dépense en capital, hein. Donc, il faut regarder ce qui s'est passé sur les free cash flow. On est sur 4% dans les capitaux investis, c'est pas terrible en rentabilité, et on a en fait une énorme réserve de cash. Peut-être qu'il y aura dividende exceptionnel un jour, mais on est à 4% de rendement du dividende actuellement. Pardon, 3,3% de rendement du dividende. Alors, je leur fais, hop, on est plutôt à 4% de rendement du dividende. Attends pour moi, hop. Et donc, bon, c'est intéressant. Il y a une trésorerie pour la payer. Maintenant, niveau PE ratio, c'est un peu limite, hein. On est peut-être plus bas en termes de free cash flow, mais bon, pourquoi pas? Bah non, il y a mieux à faire. Je pense qu'il y a mieux à faire qu'Energy Group. Allez, Groupe Gila, on est dans l'emballage alimentaire. Donc, c'est plutôt lié à la consommation non discrétionnaire. Ça, c'est plutôt défensif. Société familiale, 648 millions de dollars de market cap, 7,8% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. On est à 5 en VE sur EBITDA, 10,5 en PE, et les free cash flow, ils sont bas parce qu'ils ont fait une grosse dépense en capital. Donc, bon, je pense qu'on est value, hein. Guilin, c'est quand même plutôt value. 8% en moins des capitaux investis, quasiment pas de dette. Et un dividende de 3,3%. J'aime bien Guilin, j'aime bien, parce que c'est défensif, c'est familial, ils font l'expansion internationale. Donc voilà, pour l'instant, peut-être qu'ils vont souffrir à court terme à cause du contexte français, mais je pense que comme ils sont peu endettés, il n'y a vraiment pas trop de risques, hein.
OB, on est sur une ESN, donc secteur en difficulté actuellement, une mid-cap, une small cap à 643 millions de dollars de market cap, 5,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sous 5 ans. Niveau multiple, honnêtement, je préfère du Alten hein, quand même, parce que là, c'est pas exactement le même secteur d'activité, mais c'est voilà, c'est un petit peu cher, quoi. Ça se paye au niveau de Neuron. Neuron est quand même plus qualitative, hein. Quoique, non, en fait, c'est pas plus qualitatif, Neuron. C'est équivalent, en fait. C'est l'équivalent du Neuron, en fait, au OB. 13% rendement des capitaux investis, cash net, 2,5% rendement du dividende, bien soutenu par les free cash flow. Bon, OB, pour moi, ça a plutôt sa place dans un portefeuille croissance à prix raisonnable. Quadient, on est sur l'ancien Neopost, donc ils faisaient des automates de poste. Maintenant, ils essayent de pivoter. Pour l'instant, ils ont du mal, hein. Donc, on est sur mid-cap, 628 millions de dollars de market cap, décroissance en rythme annualisé sur 5 ans. Bah, du coup, les multiples sont bas. Mais, bon, rentabilité moyenne, on va dire, 6,5% rendement des capitaux investis. Beaucoup de dettes. En fait, c'est ça le problème sur Quadient. C'est qu'il y a trop de dettes. Trois fois les bidas en dette nette, je trouve ça un peu dangereux pour une boîte qui a encore du mal à trouver de la croissance ailleurs que dans son activité historique. 3,7% rendement du dividende, c'est soutenable. Donc ça, en fait, c'est pour garder les actionnaires hein, qui versent du dividende alors qu'il y a autant de dettes. Mais est-ce que c'est raisonnable? Je pense pas. Donc Quadient, moi, je suis à l'écart. Toc. Ensuite, on est sur D'Amico. Alors, D'Amico, ils font du transport de produits pétroliers. C'est un peu la même dynamique que Hog Autoliners, que tous les amateurs grecs hein, qui sont... vous avez Performance Shipping, vous avez Global Ship Lease, vous avez plein d'armateurs qui sont décotés sur actifs tangibles. C'est le cas pour D'Amico. Donc, et ils ont des flux, des multiples de flux qui sont très très bas, hein. Donc, on est sur une mid-cap, 559 millions de dollars de market cap, 2% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. En fait, c'est une croissance qui est cyclique. En termes de multiples de flux, c'est value. On est sur 20% rendement des capitaux investis, très bonne rentabilité. Un endettement qui a une fois les bidas en dette nette, donc il n'y a pas beaucoup de dettes. En bas de cycle, c'est plutôt avantageux. Un dividende qui est sympathique, mais attention, pas soutenable d'un point de vue free cash flow. Donc là, ils ont peut-être puisé dans la trésorerie pour verser le dividende. Bon, comme ils sont pas trop endettés, c'est pas très grave, mais bon, c'est pas soutenable, hein. Mais en dehors de ça, D'Amico, je trouve que c'est intéressant comme business, hein. C'est un peu le même business que, alors c'est pas du charter, mais Ruby, ils ont leur propre, doivent passer d'ailleurs par du D'Amico ou des équivalents pour transporter leurs produits pétroliers. Mais Ruby possède aussi ces tankers, hein. Jacquet Metals, on est sur la distribution d'aciers spéciaux. Donc je l'ai en portefeuille, j'ai une ligne complète. Moi, je suis rentré dedans parce qu'il y avait il y a une décote sur actifs tangibles. Initialement, il y avait même une décote en termes de valeur d'entreprise sur stock. Là, il y a une décote. Maintenant, il n'y a plus de décote sur stock en termes de valeur d'entreprise, mais vous avez une décote sur actifs tangibles grâce aussi à l'immobilier, hein. Donc, le groupe possède pas mal d'immobilier, donc vous avez quand même une marge de sécurité sympa là-dessus. On est sur 449 millions de dollars de market cap, 4,5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Les multiples ont l'air élevés comme ça, mais en fait, dans tout le secteur de la sidérurgie, de l'acier et compagnie, les multiples de flux sont élevés, donc les flux sont bas, mais c'est parce qu'on est en bas de cycle. En attendant, vous avez votre décote sur actifs tangibles. Donc, et c'est la même histoire pour l'endettement. Il a l'air élevé, mais le gearing, il est en dessous de 50%. C'est-à-dire qu'on a même pas, je crois qu'on est proche de 30% en termes de dette nette sur capitaux propres. Donc ce multiple-là, il a l'air élevé parce que l'EBITDA est faible. Mais ça ne restera pas éternellement à ce niveau-là. La rentabilité, c'est le même topo. C'est faible actuellement, puisqu'on a un résultat opérationnel qui est très bas. On a frôlé la perte nette d'ailleurs. Voilà, on fait 6 millions de résultats, ce qui n'est pas terrible. Mais on a du free cash flow abondant parce qu'ils ont très bien géré leurs besoins en fonds de roulement, notamment via la gestion du stock. Donc voilà, un petit dividende symbolique. Moi, je reste aussi hein, sur Jacquet Metals. Ça manque de catalyseur. Donc pour l'instant, j'ai un coup d'opportunité. Ma ligne est en légère plus-value, peut-être 4%. Ça ne bouge pas. Mais le jour où l'acier va se reprendre, ça peut doubler facilement. Quand est-ce que ce jour viendra? Aucune idée. Delta Plus Group, on est sur le spécialiste de l'équipement de protection individuelle. Donc on va dépendre aussi pas mal du cycle d'infrastructure et de construction résidentielle. Autant dire que pour l'instant, c'est pas gagné en Europe. 393 millions de dollars de market cap, 7,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc c'est une croissance qui est soutenue. On va dire que c'est value en termes de VE sur EBITDA. Alors, free cash flow n'est pas dispo, malheureusement. Voilà. C'est value pour moi. On est sur 8,5% rendement des capitaux investis, plutôt une rentabilité correcte, 1,3 fois les bidas en dette nette. Donc il y a un petit peu de dette quand même, et pas de dividende de verser. En tout cas, le logiciel ne donne pas de dividende. Il me semble qu'il y en a un quand même, donc il faudrait vérifier. Bon, Delta Plus, à mon avis, le timing n'est pas très bon. Et voilà, vous n'avez pas de quoi patienter pour attendre, vous n'avez pas de décote sur actifs tangibles, donc il y a mieux à faire. Sword Group, on est sur une ESN, 375 millions de dollars de market cap. C'est une small cap, 9% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans.
Bon, vu les multiples, je trouve que c'est plutôt une boîte de croissance à prix raisonnable. C'est pas une boîte value. 15,6 de rendement des capitaux investis. Bonne rentabilité quand même à signaler. C'est pas intensif en capital d'un autre côté, donc c'est bien d'avoir une bonne rentabilité. 1,4 fois les l'EBITDA net, un petit peu de dette, ça montre quand ils font des acquisitions. 6% de rendement du dividende quasiment, c'est quand même copieux, mais attention, ça a été versé en grande partie à crédit. Donc c'est peut-être aussi ça qui a fait monter la dette. Donc ça, il faut le surveiller, ce dividende n'est pas soutenable à mon avis. Swordgroup, c'est plutôt une boîte de croissance à prix raisonnable, c'est pas une boîte value. Alors, 2 CRSI, je ne comprends pas pourquoi c'est dans le portefeuille. Quoique si, on fait un résultat positif. Ok, il me semblait qu'ils faisaient une perte. Donc, résultat positif, pourquoi ici c'est négatif? Ok, est-ce qu'ils ont fait une perte opérationnelle, mais ils ont du résultat financier? Point d'interrogation. Il manque des données ici, hein. Donc là, je peux rien en dire en fait. Donc là, je vais passer sur 2 CRSI. Ensuite, on va sur Fountaine Pajot. On est dans la consommation discrétionnaire, c'est les bateaux de plaisance. Secteur en difficulté, vous avez Katana, vous avez Beneteau qui sont quand même au fond du gouffre. Actuellement, ça va pas très fort, hein. 189 millions de dollars de market cap, 8,9% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Ça, c'est une bonne croissance. Et vous avez des multiples qui sont à la casse, hein. 1,4 en VE sur EBITDA, 3 en PE. Free cash flow négatif, bon, c'est pas forcément un problème, hein. S'ils ont fait une dépense en capital élevée, pourquoi pas, s'ils voient de la croissance à l'avenir. On est sur 29% vraiment des capitaux investis, c'est quand même une très bonne rentabilité. Cash net sur le dossier, donc ça le rend pas du tout risqué. 2,3% vraiment du dividende versé à crédit, puisqu'on appelle free cash flow. Mais ça, c'est pas très grave. Et puis, donc, on peut clocher dans la trésorerie pour verser le dividende. Bah, en fait, donc le secteur est en difficulté, mais Fountaine Pajot, d'un autre côté, il s'en sort très bien, hein. Donc, ça se regarde, ça se met en watchlist. Hop, on continue. Allez. Vente unique. On est sur le commerce en ligne. On est sur une small cap, même micro cap, les small cap on va dire. 176 millions de dollars de market cap, 14% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. C'est une forte croissance. Et on n'a pas des multiples value. Pour moi, on a des multiples croissance à prix raisonnable. 15% dans les capitaux investis, pas de dette à signaler, un dividende de 2,3%, soutenable via les free cash flow. Donc si vous faites de la croissance à prix raisonnable, vous pouvez faire de vente unique. De la value, je pense pas. Je trouve pas que ça soit value, moi. Hop, on continue avec Gévelo. Donc ça, c'est la Dobas pas emblématique, on va dire. On a 30% des codes sur actifs tangibles. On a une croissance de 6% avec manualisé sur 5 ans, 158 millions de dollars de market cap. En termes de VE sur EBITDA, c'est 4. C'est très peu cher. 47 en price earning. Qu'est-ce qui s'est passé? On a des free cash flow négatifs. Donc là, ils ont fait une dépense en capital élevée. Ils ont quelque chose qui du non-cash, ou enfin, ils ont un élément qui est peut-être de l'exceptionnel qui ont impacté leur résultat net. Parce que là, ici, on est très, très bas en multiple. Vous avez votre décote sur actifs tangibles. Donc ça, vous avez une marge de sécurité. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils font des pompes, en fait, pour les pétroliers. Donc, il faut corréler à la dépense en capital du pétrole des pétroliers et des gaziers. Donc là, ils sont plutôt en bas de cycle, hein. Vraiment, les capitaux investis est pourri. Et il y a en fait une trésorerie pléthorique, et pour l'instant, elle n'est pas rendue aux actionnaires. Donc, c'est plutôt, on va dire, une situation spéciale, un dossier deep value. Il faut être patient. Il va falloir être patient sur Gévelo quand même. Donc, voilà. Plutôt, pourquoi pas dans une optique deep value. ADL Partner, c'est décuple maintenant. On est dans un cabinet de conseil en data, en fait. 122 millions de dollars de market cap, 9,5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. C'est quand même une bonne croissance. Et pourtant, les multiples sont pas très chers, hein. Bon, après, comme c'est une petite cap, c'est normal. On est à 9% de rendement des capitaux investis. C'est une bonne rentabilité, c'est pas intensif en capital, hein, de l'autre côté. Les 0,8 fois les l'EBITDA net, donc il y a quand même un petit peu de dette, mais rien d'affolant. 3,5% de rendement du dividende, et c'est bien soutenable, il y a le free cash flow. Donc, si vous voulez faire de la small cap, sur un secteur peu intensif en capital, décuple, c'est plutôt pas mal, hein. En plus, vous avez un dividende qui est déjà intéressant à ce niveau. C'est un dossier que j'aime bien. Poujoula, eux, ils font, je crois que c'est en lien avec les cheminées. Oui, c'est ça, hein, je crois qu'ils font tout ce qui est système de chauffage au bois. On est sur 75 millions de dollars de market cap, donc c'est une micro cap, 7,6% vraiment de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Eh bien, c'est pas value, peut-être en termes de free cash flow, mais qu'est-ce qui se passe sur le free cash flow? Parce que la valeur entreprise sur EBITDA est à 11, donc c'est pas value. Par contre, vous avez une décote sur actifs tangibles. Donc bonne marge de sécurité à ce niveau. Bas de cycle en fait. La rentabilité est au plus bas, donc ils sont complètement en bas de cycle. Il y a beaucoup de dettes. Est-ce que cette dette-là, elle est financière? Est-ce qu'il y a du locatif? Il faut aller regarder. 2,2% rendement du dividende qui est très soutenable en fait, qui a les free cash flow. Bon, je pense qu'il y a mieux à faire, hein, que du
Du Pouvoula, c'est voilà. Après, dans une optique deep value, ça se regarde aussi, hein, une bonne décote sur actif tangible, quoi. Après tout, pourquoi pas, hein, sur une micro-cap, en plus, vous avez une bonne expansion multiple. Après tout, pourquoi pas. En deep value, ça vaut le coup, hein, parce que c'est à peu près pareil que du Jacques Metals, hein. Les multiples sont plutôt élevés sur Jacques Metals, les multiples de flux, parce qu'on est en bas de cycle. Pareil pour la rentabilité. Donc c'est à peu près le même profil. En fait, j'ai changé d'avis. Je pense que Pouvoula, ça se regarde à ce niveau en réalité. Moulavest, on est sur la production des granulats de bois, justement. Donc plutôt, on a fortement profité de la hausse du bois en 2022 et depuis, on s'est craché. On est sur 70 millions de dollars de market cap, 7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Les multiples de flux sont plutôt bas. Une fois les actifs tangibles, donc il y a presque une décote. Donc voilà, ça fait une petite marge de sécurité. Et là aussi, on est plutôt en fond de cycle, hein. On a quasiment pas de rentabilité. 1,5 fois les bidas en dette nette, un petit peu de dette à signaler et 0,8% de rendement du dividende qui est bien soutenable par les free cash flow. Bon, alors, cette vidéo était un petit peu longue, mais au moins on a été exhaustif. Si on doit faire un top, bon, je vais pas vous l'écrire, je vais vous le faire rapidement, mais un top ici, je préfère les mid-cap parce qu'il y a du flux et donc ça bouge un peu plus vite que les micros ou les small cap. Mais ça s'entend, c'est aussi une bonne idée d'avoir ça s'entend d'avoir des micro-cap, hein, sans souci. Ce que j'aime bien, moi, c'est alors TUI, en fait, c'est très bien. C'est pas mal. Tout ce qu'il y a là-haut, tac, 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 tac. Alors, Var Energy, bon, comme c'est une Norvège, moi, je n'y ai pas accès, mais sinon, je pense que c'est intéressant. Technip, c'est intéressant. Elis, c'est intéressant. Nexans, c'est intéressant. TUI, c'est intéressant. Téléperformance, non. Covio, non. LDC, pourquoi pas. Trigano, moi, j'aime pas trop le fait que ça soit consommation discrétionnaire. Vika, oui. The Navigator Company, oui. Coface, je prends pas, c'est de la financière. Alten, oui. Ça, c'est clair que du Alten, à ce niveau-là, c'est très, très intéressant. Hop Mobility, trop compliqué. Le secteur. Liners, très beau. Après, c'est du Norvège, il faut y avoir accès. TF1 pour un rentier superbe. Technicas, bof. Steph, plutôt mitigé, hein. En fait, plutôt mitigé, même s'il y a de la valeur cachée. Mauvaise publication, bof. Avas, j'en ai, donc oui. Ipsos, j'aime bien, malgré tout. Électricité de Strasbourg, il y a l'État au capital, je passe, mais sinon, c'est pas mal. Compagnie des Alpes, bon, les multiples ont monté dans bof. Viel, je pense qu'il faut quand même aller regarder dans les comptes, etc. C'est une financière, je suis plutôt mitigé, mais c'est un beau dossier. Morel et Prom, oui. Bassac, j'aime pas le secteur. GL Events, bof. De Richebourg, mauvaise publication. Savencia, il y a une décote sur actifs tangibles, je pense que c'est intéressant, parce que c'est plutôt défensif. Voyageurs du monde, un peu cher. Synergie, vu le secteur, bof. Safoland, pourquoi pas. Groupe Crit, vu le secteur, bof. Mersenne, un peu trop de dette. Énergie, moyen. La qualité, groupe Guillain, j'aime bien, c'est défensif. OB, on est sur un secteur qui est sympa. Maintenant, c'est un petit peu cher. Quadiens, non. D'Amico, j'aime bien. Après, il faut avoir accès aux mid-cap italiennes. Jacques Vitals, oui. J'en ai. Delta Plus, bof. Sword Group, c'est un petit peu cher pour de la value. De CRSI, non. Fontaine Pajot, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais vu le secteur, ça m'a l'air compliqué. Vente unique, c'est un peu cher. Gévelo, optique devalue, pourquoi pas, mais sinon, non. Et décuple, pourquoi pas. Pouvoula et Moulinvest, plutôt à l'écart. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Je m'excuse d'avance pour cette vidéo un petit peu longue, mais en tout cas, on a passé en revue le Fonds France d'indépendance AM et vous avez beaucoup de dossiers à aller creuser de votre côté. J'espère que cette analyse vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce à l'eau et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.